Bonsoir et bonjour, chers frères et sœurs, congolais et africains, soyez les bienvenus sur la plateforme radio du mouvement politique, le mouvement, disons, le Congo Support Group. Ce soir, nous nous retrouvons aujourd'hui avec votre frère qui Sakinkela Wamazulu, qui est le représentant du Congo Support Group, du mouvement politique, pas parti politique, mais plutôt mouvement politique Congo Support Group en Écosse. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour traiter certains des arguments que je vais introduire ici, qui sont très importants, surtout pour les moments exceptionnels qu'est en train de vivre l'Afrique et les Africains. Aujourd'hui, je vais donner une liste des arguments que nous allons traiter. Nous allons commencer par répondre à la question « Qu'est-ce qui se passe en Afrique ?» Bien entendu, nous n'avons pas la réponse absolue, mais nous allons ici essayer de donner un point de vue dans l'objectif d'aboutir à une forme quelconque de réflexion positive. Et puis, nous allons passer au numéro 2 avec la question « Qu'est-ce qui se passe au Congo ?» Ce qui va nous porter à la question numéro 3. C'est quoi le futur de la race noire dans le monde et en Afrique? Au point numéro 4, on se pose une question. Y aurait-il un Afrique, un Congo demain? Et nous allons ici encore essayer de répondre tant que nous pouvons avec les connaissances et les informations en disposition à cette question. Nous allons finir par la question que je vois ici écrite. Pourquoi l'Afrique est-elle en train de mourir? Nous allons répondre à ces questions pendant les temps que nous allons partager ensemble. Pour l'instant, je vous laisse avec un petit accompagnement musical avant de commencer notre débat. Il est certainement clair à tout le monde que l'Afrique est en train de mourir. Nous l'avons dit dans les dernières 20, peut-être 30 ans que l'Afrique était en train de mourir. Mais jusqu'ici, cela a été plutôt une manière de dire, une manière d'interpréter la réalité quotidienne africaine en comparaison avec les réalités des autres continents. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, quelque chose de dramatique a changé, quelque chose de négatif et quelque chose de démoniaque a pénétré l'Afrique. Et quand aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est une question qui devrait toucher, je ne vais pas ici exagérer, tout le monde, mais tout Africain. Tout fils et fille d'Afrique devait être concerné. Et pour l'occasion, comme représentant du Congo Support Group en Écosse, j'ai dit tout Congolais devait être concerné. On commence, comme je dis, par la première question. On commence à un niveau un peu plus grand. Qu'est-ce qui se passe en Afrique aujourd'hui? Nous avons connu l'esclavage, et puis la colonisation, et puis la post-colonisation qui a été, favorisée par une série des indépendances manquées ou des indépendances loupées. Une question auquel Mpangi m'a soumis dernièrement durant une discussion, c'est Mpangi qui ne fête pas, par exemple, dans le cas de la République démocratique du Congo, la fête de l'indépendance. Nombreux sont, parce qu'ici la première question, c'est pas, est une question au niveau africain. Beaucoup sont ceux qui ne fêtent absolument pas cette journée, les indépendances africaines.
pendant qu'il y en a beaucoup qui les fêtent. Quel est le problème? Le point est que ceux qui fêtent l'indépendance, en réalité, fêtent les jours des martyrs. C'est-à-dire, en ces jours, ils reconnaissent tous ceux qui sont morts pour la cause africaine, tous ceux qui sont morts pour la cause congolaise, disons en spécifique. Mais cette fête, souvent, est devenue un point de confusion. Fêtons-nous les indépendances ou fêtons-nous les martyrs? Ok? Les victimes d'un complot, les victimes d'une illusion, ou disons, nos pères qui se sont battus pour l'indépendance, ils ont cru l'avoir obtenue, mais hélas, cela les a loupés. Nous devons quand même reconnaître cela. Et donc, plus que d'indépendance, nous devrions parler plutôt du jour des mémoires. Les jours où nous célébrons ceux qui ont eu le courage de défier les forces coloniales, les forces maléfiques coloniales qui alors nous tenaient sous le joug de l'esclavage et de la colonisation. Il est itinéraire de parler des jours d'indépendance, et comme nous allons le voir aujourd'hui, nous pouvons l'observer, l'Afrique n'est pas un continent indépendant. Le Congo l'est encore moins. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Eh bien, chers frères et sœurs, chers pères et mères, l'Afrique est en train de mourir. Qu'est-ce que je dis? Comment je justifie cela? Il y a un exemple très simple que je vais ici apporter, qui est une expérience qui est arrivée dans une région en Russie. C'est une région où l'écosystème est riche de diverses faunes, entre autres les loups. À un moment donné, il y a une campagne qui a été faite contre les loups. On a essayé d'éliminer les loups parce qu'ils étaient nombreux. Les loups étaient morts, il n'y en avait plus un seul. Il n'y en avait plus un seul. Aussitôt fait, la nature avait commencé à mourir. Les arbres mouraient, tout mourait. Jusqu'à ce que les scientifiques, disons, les biologistes qui sont occupés de cette question, ils ont évalué la question d'avoir éliminé les loups. Ils se sont dit, qu'est-ce qui allait se passer si nous simplement réintroduisions les loups comme espèce dans cet écosystème? Qu'est-ce qui s'est passé? L'écosystème avait reprévé. L'Afrique est en train de mourir parce que d'une certaine manière, c'est l'Africain. Disons, je vais dire par cela, l'Afrique qui est en train de mourir veut en réalité dire l'Africain qui est en train de mourir. Parce qu'en profondeur, c'est l'Africain qui est en train de mourir. Les liens sacrés qui connectent l'Africain à sa terre, l'Afrique, est en train d'être brisés. Et ceci sous une grande complicité de nos classes leaders, ce que nous définissons comme représentants politiques et leaders, qui ont signé des contrats qui, pendant que le peuple de l'Afrique du Nord au Sud est en train de faire la lutte politique, tout simplement nos leaders sont en train de signer des contrats à des prix, disons, ridicules, vendant les terres. Okay? En vendant les terres, et une fois que cette opération va se conclure, l'Afrique meurt, parce qu'en ce moment l'Africain meurt, il devient un enfant sans mère, un peuple sans terre, et un peuple sans terre ne porte pas de nom, n'a pas de conscience, n'a pas de mémoire, il perd son histoire, il perd sa place dans le cycle de la vie, il n'est plus personne. Peu de choses nous connaissons de l'histoire de l'Afrique parce que nous avons été enseignés par les forces coloniales. Mais je vais ici apporter un exemple très courant pour faire voir ce qui se passe ou ce que nous n'avions pas connu. Je vais prendre le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, avant tout appris, c'est une terre où habitent les Noirs et les Blancs sous les mêmes toits, sous la même nation. Cela est absolument faux et archi faux parce que les Noirs
du Sud-Afrique, les Zoulous, les Tossa et autres, ont complètement perdu tout sens de territorialité, dans le sens où ils ne sont pas, ils ne peuvent pas avoir des territoires ce titre foncier qui, disons, leurs descendants par d'un droit acquis par naissance. Okay? Les territoires où habitent les Noirs sont des territoires que je pourrais dire en concession. En tout moment, l'autorité d'occupation, l'autorité qui peut encore aujourd'hui se définir coloniale, peut simplement la reprendre et la revendre à n'importe quelle autre multinationale comme nous sommes en train de les voir maintenant. Alors, cette situation s'est propagée en Afrique du Sud pendant les années 80-90. Et il s'est tellement propagé que pour les Noirs, cela est devenu quelque chose de normal. Et pendant que nous sommes ici, pendant que moi et toi sommes en train de parler, eh bien, des millions de terres sont en train d'être vendues. Une fois que la terre est vendue, nous ne serions plus personne. Nous n'aurions plus de terres. Pourquoi une des réponses, disons, pas une réponse, mais une indication, est que, par exemple, nous avons appris qu'avec le réchauffement climatique, le niveau des mers, okay, c'est pourquoi, parce que je vais m'expliquer plus, et je vais essayer d'être un peu plus clair. Les pôles sont en train de se fondre et des grandes masses d'eau sont en train de se dissoudre. Disons, des grandes masses de glace sont en train de se dissoudre, élevant d'une manière exceptionnelle le niveau d'eau. Ce qui fait que beaucoup de continents ou beaucoup des espaces vitaux qui aujourd'hui sont habitables sont destinés à disparaître. Un d'entre eux est l'Angleterre. Okay? L'Angleterre, il est aujourd'hui une certitude qu'il va finir sous les eaux. Il est en ce moment important mettre déjà en place une politique de préventive, c'est-à-dire il va falloir déplacer les personnes. Les déplacer où? Les déplacer sur les terres les plus fertiles, sur les terres où les montées d'eau n'auront pas beaucoup d'effet. Et nous avons ici le cas de l'Afrique, de beaucoup de terres de l'Afrique. Nous avons ici entendu parler d'un exercice de stérilisation des mœurs en Afrique. Les médias ont témoigné de cela. Cela a été reporté, bien que quand on parle des médias pour informer la population, les médias africains sont au dernier rang. Parce que les médias africains suivent les modèles polémiques ou, disons, juste de divertissement. Mais quand il s'agit de la survie, quand il s'agit des choses réelles, ils ne sont pas présents. Il y a une grande... cela a été lancé depuis bien longtemps. Une grande campagne de stérilisation en masse en Afrique où, avec l'excuse d'apporter des vaccins, des jeunes hommes et filles sont stérilisés. Pourquoi sont-ils stérilisés? Ils sont stérilisés pendant que, dans le même temps, nous avons vu apparaître des grandes maladies, des maladies étranges comme l'AVC, des maladies comme la sclérose multiple, des maladies qui étaient, vous vous souviendrez, au 19e siècle, reconnues comme maladies des riches. Vous vous souvenez sûrement, il y a de ces maladies-là qui étaient généralement les résultats d'un excès de gouttes quand on mangeait beaucoup. Et on appelait cela les maladies des riches. Aujourd'hui, les maladies des riches sont devenues des maladies des pauvres. Quand vous traversez l'Afrique, les maladies étranges sont nombreuses. Nombreux sont ceux qui sont frappés par des paralysies les plus étranges, où c'est la partie gauche qui ne fonctionne plus, la partie droite ne fonctionne pas, ou c'est la bouche qui ne fonctionne plus. Et cela est devenu un phénomène absolument fréquent. Et pendant que cela se passe, pendant que les maladies les plus étranges frappent la classe de la population noire la plus grande, la classe, par contre, la plus jeune, est soumise à des stérilisations forcées. On stérilise les jeunes avec force. Et cela crée des gros problèmes. Okay?
On était encore au niveau de la première question et on parlait, excusez-moi, j'ai eu une petite interruption technique. Je disais, pendant que les maladies les plus étranges apparaissent, des maladies qui encore, il y a 50 ans, 60 ans, étaient reconnues comme des maladies des riches, aujourd'hui sont des maladies des pauvres, des gens qui n'ont pas à manger. L'Afrique est décimée des millions de malades mentaux, avec les phénomènes AVC, les paralysés, ils sont légion aujourd'hui. Et pendant que cela s'est produit, qu'est-ce que nous observons? Nous voyons que les jeunes enfants, les jeunes filles noires, les jeunes filles, la jeunesse masculine et féminine noire africaine est en train d'être stérilisée. 1 plus 1 fait 2, on se rend compte que d'une certaine manière, on est en train de nettoyer les territoires. Ça, c'est une conclusion, une triste conclusion auquel nous devons arriver et cela doit nous inciter parce que nous devons ici réaliser, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas la première race dans le monde à être sur la voie d'extinction. Beaucoup d'autres races ont disparu. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a 50 ans, il y avait quelque chose comme 20 millions des aborigènes noirs en Australie. Aujourd'hui, il est difficile d'en trouver des 1000. Comme les cas, par exemple, nous avons aussi l'autre cas des Indiens américains, qui sont les cas, les Indiens des États-Unis d'Amérique, qui sont des cas les plus récents. Mais l'histoire nous raconte de peuples qui ont été éliminés. Par exemple, il y a les Polonais qui ont survécu au nettoyage ethnique qui leur a vu comme victime durant les années 40-45 avec Hitler. Nous devons aussi réaliser que bien que les Polonais ont survécu, il y a cependant d'autres groupes tribaux qui ont disparu. Et ils ont disparu, l'histoire n'en a plus parlé. Et aujourd'hui, quand on vous cite les noms de certains peuples, en fait, tout simplement, vous ne les connaissez pas. C'est comme s'ils n'ont jamais existé sur cette terre. Cela est très facile, chers frères et sœurs, je vous invite à évaluer cette possibilité. Cela peut sembler rocambolesque, ou plutôt grotesque ou présomptueux, mais nous devons ici examiner la possibilité, parce que la démarche, nous la voyons, pendant que la population africaine est en déclin du jour au jour, au niveau international, on nous parle de la grande croissance démographique, on nous parle de la croissance qui se pose comme un problème pour demain, pendant que nous avons connu, pour ceux que j'en sais, les pays comme l'Angola ont été en guerre depuis ma naissance. Et j'ai pratiquement 40 ans, vous vous rendez compte, c'est plus de 40 ans de guerre. La République démocratique du Congo, n'en parlons pas. Et le Congo d'Iamfoua et tant d'autres pays, avec des millions de morts dans plus de 30 ans. Et nous avons une population qui, selon les dates statistiques, est en train de grandir, est en train de croître, au point où certains organismes internationaux se lancent dans la campagne de la stérilisation du peuple africain pour éviter un échaudage populaire, pour éviter une trop forte croissance populaire. Comme je disais, ce ne sont pas des accusations, mais des points de réflexion. On a aussi le retour de l'esclavage noir. Comme toujours, les médias n'en font pas un seul mot ou en parlent très peu, trop occupés à leur service des musiciens et des pasteurs. Eh bien, en Afrique noire, en Libye, les retours, les marchés des esclaves noirs sont réouverts en plein 21e siècle avec 200 euros. Si vous allez en Libye, vous pouvez vous acheter un noir qui pourrait servir comme, disons, esclave proprement, comme objet dans votre maison pour tout ce que vous voulez. Il est ici inutile signaler que dans ces contextes, la mafia nigérienne
très spécialisée dans la vente d'organes en association avec les masses orientales est très active dans ces secteurs, dans ces domaines, où la majeure partie des jeunes qui finissent à vendre dans ces marchés d'esclaves sont tout simplement dépiécés en petits morceaux pour la vente des organes. Je pose encore la question, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Mon point est qu'avec les informations que je vous donne, que vous soyez en mesure de vous donner une propre réponse. Ma réponse est la suivante. Ma réponse pour ceux qui me regardent est que les choses vont mal. Pourquoi? Parce que chacun de nous ne faisons pas grande chose. Quelle est notre contribution? Que faisons-nous pour défendre l'Afrique? Que faisons-nous pour défendre les Congo, les Mali et qu'on sache? Que faisons-nous? Pas grand-chose. Et dans ces pas grand-chose, alors, l'Afrique est en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Au Congo, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, nous avons un tyran appelé Joseph Kabila, qui est un représentant des réseaux nazis internationaux. En fait, il a été financé par les nazis et il est aujourd'hui encore protégé par les systèmes nazis. Et sa politique, son modalité d'action est propre d'une politique raciale naziste. Inutile ici, quand on parle de racisme, généralement les gens pensent à un modèle de racisme opposant les blancs et les noirs ou les autres. Mais ça, ce sont c'est un sphère élevé. Il y a divers degrés de racisme. Et ce que nous sommes en train de voir en République démocratique du Congo, c'est une forme de racisme dont nous allons découvrir la vraie nature dans les prochains mois qui vont à venir. Le Congo est pris en otage par un pouvoir illégitime. Parce que là encore, chers frères et sœurs, nous devons faire la différence des choses entre la gouvernabilité, la gouvernance et ce que nous avons aujourd'hui. Dans un système électoral, l'élu est un représentant. Cela signifie quoi? En quelques mots, l'élu a une représentation, a une force représentative dans le fait que vous représentez le peuple au niveau des institutions, au niveau international, parce que le peuple n'a pas le temps, disons, du point de vue formel, de le faire. C'est comme ça, on élit une personne, on délègue la représentabilité à une personne. Mais ce n'est pas parce que j'ai été désigné comme représentant que tu dois après venir me dire comment je dois vivre chez moi. Il y a une confusion, une confusion entre la représentabilité et le pouvoir. La représentabilité n'est pas le pouvoir. Les pouvoirs, c'est le peuple à le pouvoir, c'est le peuple souverain. Quand nous évoluons sur cette logique, nous nous rendons compte que nous n'avons pas un gouvernement parce que le gouvernement devait être soumis au peuple. Le gouvernement est sujet au peuple. Le chef de l'État répond au peuple. C'est l'Assemblée qui répond au président de la République. Mais le président de la République, en dernier, n'est pas au-dessus de la mêlée. C'est le peuple qui est au-dessus de la mêlée. Le chef de l'État est au-dessus de son gouvernement. Il est au-dessus de son armée. Mais au-dessus du chef de l'État se trouve le peuple. Quand ce système n'est pas présent, quand cette possibilité n'est pas expérimentée, alors nous ne nous trouvons pas devant à une nation. Nous ne nous trouvons pas devant un chef de l'État, mais nous nous trouvons devant un phénomène étrange de vol ou de prise en otage de la souveraineté populaire. Ainsi donc, le peuple congolais est pris en otage et le peuple congolais est en train de mourir. À Kinshasa, l'âme congolaise est en train de périr. Le gouvernement Kabila vend les terres aux multinationales chaque jour. Beaucoup d'autres personnes aussi sont en train de vendre les terres
sans se rendre compte que les acheteurs de terres et les banquiers, c'est-à-dire les multinationales et les banques sont les mêmes réalités, sont la même chose. Derrière les banques, derrière les multinationales, on retrouve le même nom, les mêmes familles. Et donc, quand vous vendez votre terre à une banque, à un multinational, et puis cet argent-là, vous allez les verser dans une banque, c'est-à-dire l'argent sort des multinationales, qui en réalité constitue une même réalité avec la banque, pour rentrer entre leurs mains avec intérêt, disons, plus vos biens, plus votre terre. Qu'allons-nous devenir? Quel sera notre héritage aux prochaines générations des Congolais? Avec ceci, je passe à la question numéro 3. Quel est le futur de la race noire dans le monde? Eh bien, nous devons y réfléchir. Nous devons y philosopher. Le futur de la race noire, le futur de l'Afrique, le futur du Congo n'est pas apanage des autres. Chacun doit être responsable pour ce qui est soi. C'est ainsi, beaucoup de fois, j'entends dire, l'Afrique doit changer, les Congos doivent changer. Pour devenir quoi? Et surtout, qui va faire le travail? Pour devenir quoi? Quelle image avons-nous de l'Afrique de demain? Quelle image avons-nous du Congo de demain? Eh bien, si nous n'avons aucune image, si nous n'avons aucune projection mentale du Congo de demain, il n'en sera absolument rien. Afin de, comme je dis, nous sommes nous-mêmes la cause de la mort du Congo, la cause même de la mort de l'Afrique. Par notre lascivité, notre passivité lascive. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui est pleine des Orientaux? Les médias internationaux parlent de l'immigration d'un côté. Quand on voit des bateaux pleins des Africains qui traversent l'Atlantique pour arriver en Italie, pour arriver en Europe, on en parle. Mais on ne parle point des avions qui descendent, qui atterrissent chaque jour à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, pas plein des Occidentaux et des Orientaux qui vont s'installer en Afrique. Pourquoi ces grands nombres de personnes se dirigent dans un continent qu'on définit comme le plus pauvre du monde? Et vous devez vous poser ce genre de questions. Nous devrions nous poser ce genre de questions. Y aura-t-il une Afrique demain? La quatrième question est reliée à la troisième. La troisième dit, c'est quoi le futur de la race noire? Et la quatrième dit, y aura-t-il un Afrique? Un demain? Du moment où les terres sont en train d'être vendues. L'essence de nation, la nation existe. L'essence d'un peuple est liée à sa terre. Et c'est cette terre qu'on est en train de vendre devant nos yeux. C'est les terres du Congo que les gouvernements, les sous-entendus gouvernements Kabila, qui en réalité représentent les intérêts nazis internationaux, est en train de vendre au même système international, nazi international. C'est-à-dire, Kabila, ou les gouvernements, parce qu'il s'agit d'un prolongement de ce modèle nazi international, suivant un exercice corrompu du pouvoir, il se donne le pouvoir de vendre les terres et il les vend en tant que chef de l'État congolais. Cet argent, une fois versé, est retourné vers les banques pour lesquelles il est payé un pourcentage parce qu'il ne s'agit que d'administrateurs délégués des terres coloniaux. Et aujourd'hui, tout le monde voit la montée de la pauvreté en République démocratique même. Tout est assommé, rien ne fonctionne plus. Les carburants sont impossibles à trouver. Il est ici nécessaire que nous nous demandons quel est l'avenir du Congo. Y aura-t-il un Congo demain? De la manière dont vont les choses, il n'y en aura pas. À moins que nous réagissons.
C'est ainsi que, avant d'arriver à la 5e question, je vous invite, frères et sœurs congolais, frères et sœurs africains, de vous engager dans la lutte. Si vous pensez que cela ne vous intéresse pas, eh bien, vous allez vous retrouver tout seul quand ils viendront pour vous. Car une centaine de moutons qui sont ensemble fait quand même dormir les lions affamés. Pourquoi l'Afrique est-elle en train de mourir? 5e question. L'Afrique est en train de mourir parce que l'Africain n'existait plus. L'Afrique est un écosystème. Et pour que cet écosystème fonctionne au meilleur, il a besoin de sa faune, de sa faune et de tous ses partis. Et un de ces partis les plus importants est l'Africain. Mais l'Africain en tant que conscience africaine, l'Africain en tant que l'esprit, l'âme africaine qui aujourd'hui est en train d'être dissous complètement. En tant que race, nous sommes au dessert. Pour dire que nous avons pratiquement fini notre course. Nous sommes sur le point de l'extinction. Et nous devons réaliser cela. Les mouvements politiques Congo Supports, je vous assure, est un instrument, est un milieu où ce genre de raisonnement peut être connu, disons peut être cogné et entrepris. Dans les mouvements Congo Supports, nous avons une branche qui s'occupe de ces, disons une branche internationale dans le sens inter-Afrique, qui s'occupe proprement de l'infiltration nazie en Afrique, qu'on appelle maintenant mouvement anti-africain, mouvement anti-nazi africain, qui, disons, les MANA fait partie du mouvement Congo Supports, ou une extension, l'ouverture vers le monde africain, parce que nous devons pouvoir conjuguer les deux mondes. Pour que l'Afrique puisse renaître, nous devons faire renaître l'Africain. Nous devons recréer l'Africain. C'est mon message que je lance vers vous. Nous devons pouvoir recréer l'Africain et les réintroduire dans ces milieux, dans ces écosystèmes, pour qu'ils puissent survivre, pour que l'Afrique puisse revivre. Et ceci est un message propagandiste, je dirais, ou disons d'appel. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les choses sont sérieuses. Nous sommes sur l'urle d'une 3e guerre mondiale. Quel est le poids de l'Afrique dans les décisions mondiales? Surtout, quelle sera notre situation avant ou après? Dans les deux situations, quels sera les demain de l'Afrique si demain une 3e guerre mondiale commençait? Et quels seraient les demain de l'Afrique si une 3e guerre mondiale ne commençait pas du tout? Nous devons pouvoir évaluer des choses dans les deux directions. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre du jour le jour. En le faisant, nous devenons les esclaves des autres. L'Africain n'est derrière à personne. Mais pour que l'Africain ne soit derrière personne, il doit se reprendre son identité. Souvent, on s'énerve quand on dit à une personne ne pas être cultivée. Parce qu'on prétend pour avoir été dans les écoles occidentaux, on est cultivé. Non, pas du tout. Être cultivé est lié à la culture. On est cultivé par rapport à sa propre culture. Et quand vous vous rendez compte, par exemple, on est licencié, diplômé en Occident, oui, on a une culture étrangère, c'est-à-dire on est congolais de nature, mais on a une culture occidentale. Mais cela tourne, et cela rentre au même, on n'est pas cultivé. Parce qu'être cultivé, c'est connaître sa culture. L'éducation devrait être faite par rapport à la culture. Ainsi donc, le japonais est japonais parce qu'il est inscrit dans la culture japonaise. L'indien est indien parce qu'avant d'être, je ne sais pas moi quoi, il est avant tout indien.
Pour donner un exemple qui, disons, sort du ressort de la polémique, je vais essayer d'exprimer un concept quantique de la thermodynamique en termes philosophiques. La culture, c'est comme un programme. Et l'être humain, c'est comme un computer. Les computers, nous le savons, il y en a de divers modèles. On a le Windows, on a les Macintosh et ainsi de suite. On a les Samsung aussi, plein de computers nous connaissons. Cependant, chaque computer a son propre système opératif. Les computers peuvent communiquer entre eux, c'est-à-dire quand on a 3 computers chez soi, on a un Macintosh, on a un Toshiba et on a Samsung, Macintosh et Toshiba. Ces 3 computers peuvent fonctionner entre eux, fonctionnent généralement entre eux. Ils peuvent être reliés, s'échanger des informations. Mais on ne peut pas installer un programme Macintosh sur un computer Windows. Le computer ne fonctionnera absolument pas. C'est ça, les principes de la culture. Quand on est afro-congolais et on a une culture japonaise, on ne peut pas fonctionner. On est comme un computer Macintosh avec un programme Windows. Il clash. Il ne fonctionne pas. Il devient obsolète, n'importe quel soit son prix. C'est dans ce contexte qu'on dit que l'Africain n'est pas éduqué, dans le sens qu'il n'a pas de culture, mais par rapport à sa culture propre, non par rapport à une culture miroitée qui n'est culture étrangère. Bien entendu, la culture, ce n'est pas la langue, comme souvent j'entends dire, nous devons parler nos langues. Oui, cela est très important, mais la culture ne se traduit pas par la langue. La culture se traduit par la compréhension analytique et profonde des éléments culturels qui sont connaître sa terre, connaître l'histoire de sa terre, connaître son histoire immigratoire, connaître son arbre généalogique, connaître la philosophie de son peuple, la philosophie de la terre sur laquelle on vit, bien connaître cette terre. Savoir interagir avec cette terre et pouvoir développer, disons, être à même d'engendrer un modèle de développement. Par développement, on attend la possibilité de mieux vivre sa vie en cohérence, en concomitance avec l'environnement dans lequel on se trouve, en respect des normes, biologiques, des normes, disons, des normes ambientalistiques propres à cet environnement. La culture, ce n'est pas parler les Français. Non. Parce que c'est la culture, c'est parler les Français. Les Japonais qui ne parlent pas les Français ne sont pourtant pas non cultivés. Mais un Japonais qui ne parle pas les Japonais, qui parle seulement les Français, n'est pas cultivé. Il est perdu. Cela ne veut pas dire que l'on ne devrait pas parler 2, 3, 4 langues. Mais on doit avoir une base. Ici, je reviens, je ne parle pas des bases en tant que langue, mais en tant que culture. Mais pour que cette culture puisse être enseignée, pour que cette culture puisse devenir un instrument de recherche et d'analyse, il doit être structuré. Hélas, voilà notre plus grand problème. Et c'est pourquoi l'Afrique n'est pas en train de mourir. L'Afrique meurt depuis très longtemps. L'Afrique a commencé à mourir depuis l'arrivée de l'esclavage. Mais seulement nous nous en sommes jamais rendus compte. Eh bien, chers frères et sœurs, j'espère vous avoir touché dans cette petite présentation. Pourquoi je fais cela? Je veux que vous vous levez. Ceux qui sont actifs dans Congo Support, nous devons donner plus, dans le sens, nous devons grandir. Nous devons projeter le futur du Congo, le futur de l'Afrique demain. Notre seule présence ne suffit pas. Nous avons besoin de votre intelligence,
de votre capacité cognitive, de votre capacité créative. C'est cela dont nous avons besoin. Ceux qui ne sont pas encore au Congo Support, je vous prie de nous joindre. Nous sommes ouverts à vos idées, à vos suggestions. Et toute personne est le bienvenue au sein du mouvement politique Congo Support Group. Je suis le représentant du Congo Support Group en Écosse. Je vis dans la ville de Glasgow. Et je vous remercie pour m'avoir écouté, suivi. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement. Sekulele